Bon, je pense qu'on n'en est plus dans la voie d'eau, hein. Monsieur Attal, c'est les chutes du Niagara à Sciences Po. Donc je vais essayer de vous expliquer. D'abord, pour comprendre, les apparences sont trompeuses. C'est vrai en général, c'est vrai dans cette affaire. C'est vrai à l'intérieur même de Sciences Po. Parce qu'en apparence, tout est rentré dans l'ordre. Il ne se passe plus grand-chose, il y a des examens qui vont démarrer. Ça peut sembler d'ailleurs assez banal, somme toute, que dans l'enseignement supérieur, des étudiants, qui plus est à Sciences Po, s'intéressent à une crise régionale, un enjeu géopolitique comme la Palestine. Ce n'est pas en soi d'ailleurs une cause injuste. Ça peut sembler banal, mais en fait, il n'y a rien de banal là-dedans. Alors d'abord, ce qui n'est pas banal, c'est que, moi je connais bien Sciences Po, c'est quand même un endroit assez feutré. Et ce qui s'est passé déjà en mars et ce qui vient de se repasser, il y a des relents d'antisémitisme qui sont extrêmement graves. Il y a surtout une minorité qui charrie cet antisémitisme et qui a pris en otage la majorité. Il y a plus de 13 000 étudiants à Sciences Po, il y en a un peu moins de 10 000 à Paris. Et là, c'est quoi ? C'est une trentaine d'étudiants de ce comité qui s'appelle Comité Palestine Sciences Po Paris, qui s'est montré particulièrement vindicatif, qui s'est installé avec des tentes, comme ils ont vu le faire outre-Atlantique, et ils ont pris en otage les 10 000 autres étudiants. Ce qui n'est pas banal non plus, c'est qu'ils ont été rejoints par des centaines de militants vendredi et samedi. Ce ne sont pas du tout des étudiants, hein, c'est des militants du comité Traoré, sont des élus ou des candidats de la France Insoumise. Tout ça fait grossir cette voie d'eau, hein, pour devenir vraiment un gros fleuve devant Sciences Po. Et ce qui n'est pas banal non plus, c'est que l'administration de Sciences Po a totalement capitulé. S'est mise à discuter avec ces étudiants, avec cette minorité agressive et agissante, en leur disant, écoutez, on va annuler les conseils de discipline qui étaient prévus pour perturbation et on va vous organiser ce que vous demandez, c'est un town hall. Ça dépend si on prononce à l'anglaise ou à l'américaine. Town hall. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est ce qu'ils demandent dans les universités américaines. C'est un débat, exactement, le 2 mai. Je peux me permettre une petite question ? Bien sûr. Non, parce que tout le monde dit justement que Sciences Po a capitulé. Demander un débat, pour vous, c'est capituler ? Question. Hein. Oui, c'est une bonne question. C'est pas exactement bien sûr que ça présenté comme ça, non. Mais seulement, c'est un débat sur quoi ? Je comptais en parler un peu plus tard, mais je peux en parler maintenant. L'objet même du débat montre que c'est une capitulation parce que l'objet est indigne. L'objet, c'est faire pression pour annuler des accords avec des universités américaines ou israéliennes qui seraient accusées de sionisme. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose comme une pression d'une toute petite minorité qui se montre agressive et la direction... En fait, elle se couche. En fait, les apparences, je vous ai dit, sont trompeuses. Pourquoi aussi ? C'est vrai à l'extérieur de Sciences Po. Donc on a cru comprendre, tout le monde a compris, on a vu qui tirait les ficelles, on a vu que LFI était à la manœuvre, d'ailleurs Dimitri va nous en parler, on est en pleine séquence électorale, sans doute ceci n'est-il pas étranger à cela, mais en réalité cette manipulation de LFI qui est bien avérée, hein, Jean-Luc Mélenchon était en Arménie, il a envoyé un message pour dire aux étudiants mobilisés pour la Palestine à Sciences Po, je cite, vous êtes l'honneur de la France. Et en fait les apparences sont trompeuses parce que tous ces gens-là, militants de LFI et étudiants de Sciences Po engagés pour cette cause, qu'est-ce qu'ils pensent faire ? Ils pensent lutter, je cite, contre l'impérialisme américain et son complice sioniste. Mais c'est totalement ironique. Pourquoi c'est ironique ? Parce que là, en fait, tout le monde, les militants de LFI, Mélenchon, les étudiants de Sciences Po mobilisés qui débrayent et qui bloquent l'Institut d'études politiques, sont dans un mimétisme total et même assumé à l'égard de ce qui se passe aux États-Unis. Ils s'installent dans des tentes comme ils ont vu faire à Yale et à Columbia. Ils déroulent des banderoles qui sont exactement les mêmes que celles qu'ils ont vues dérouler de l'autre côté de l'Atlantique. Ils chantent les mêmes chants, vous savez, de la rivière au Jourdain. Ils sont un archétype total de ce qu'on pourrait appeler l'aliénation coloniale à l'égard de la métropole états-unienne. Et aux États-Unis, par ailleurs, c'est vraiment un passé antisémite qui ressurgit. On l'a oublié, mais jusque dans les années 50, il y a des campus comme Harvard qui avaient des places limitées pour les étudiants juifs. La grande bourgeoisie WASP, elle était assez antisémite en réalité, jusque dans les années 50 aux États-Unis. Et là, ça ressurgit sous une autre version, qui est la version WASP, assez chic aussi, il faut dire, mais cette fois-ci version woke. Du Jourdain à la mer, hein. C'est pas de la rivière, mais bon. C'est The River to the Sea en anglais, mais ils ont traduit du Jourdain. Mais il faudrait expliquer à Madame Panot, effectivement, que c'est bien la rivière du Jourdain. Moi, on ne comprend pas comment une minorité peut faire la loi en France. Bon. Qui est responsable de cette agitation à Sciences Po, Guillaume Bigot ? Je vais vous répondre, mais je réponds tout de suite à cette première question qui est très bonne. C'est pourquoi ils arrivent à faire la loi ? Pas parce qu'ils ont l'idéologie dominante, l'idéologie de la métropole états-unienne, qui est la même que celle de la classe dirigeante et la même que celle de beaucoup d'étudiants à Sciences Po. Il suffit de singer ce que fait l'Amérique pour être dans le vrai, à Sciences Po en tout cas. Alors, en fait, est-ce que, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Qui est responsable ?
Moi, je pense qu'on peut distinguer les coupables des responsables. Il y a assurément des responsables. Ces responsables, c'est la direction de l'IEP, dont je vous disais qu'elle a capitulé pour des mauvaises raisons que je vous ai exposées. À court terme aussi, le gouvernement. Parce que M. Attal, on entendait tout à l'heure le 19 mars, il disait oui, finalement, personne ne va capituler devant l'idéologie importée des États-Unis, personne ne va capituler devant l'antisionisme sauvage et devant le wokisme. Mais bon, en réalité, Mme Sylvie Retailleau, qui est juste ministre de l'Enseignement supérieur, a félicité la direction de Sciences Po pour avoir empêché le blocage de l'université. Autrement dit, pour avoir cédé à la minorité agissante. Donc on voit bien qui sont les responsables. Les responsables à plus long terme, c'est à la fois la direction de l'IEP. À partir du moment où feu Richard Descoings a été nommé ou est arrivé à la direction de Sciences Po, c'est au moment où je quittais l'Institut d'études politiques, il est arrivé, il faisait sa campagne en quelque sorte. Et bien là, on savait quel était son programme. Déjà à l'époque, discrimination positive. Derrière la discrimination positive, il y allait avoir des cours sur le genre, il y allait avoir des masters sur le genre, sur la décolonisation, et on allait importer massivement cette idéologie. Tout le monde, quasiment, est obligé de parler en anglais aux étudiants français. Des professeurs français sont sommés de faire des cours en anglais. Enfin, on n'imagine pas à quel point l'américanisation et l'aliénation américaine est poussée. Voilà. Et donc, on voit bien que ce cercle de la raison, ce temple de la raison républicaine, qui était un peu l'antichambre de l'ENA, le cercle de la raison, comme dirait Alain Minc, s'est mordu la queue, en quelque sorte. Voilà. Et la tête de l'État, au sommet de l'État, Emmanuel Macron, avec ses déclarations sur la culture française qui n'existe pas et sur la colonisation est un crime contre l'humanité, il a totalement abondé dans ce sens. Là, ce sont des responsables. Mais derrière ces responsables, il y a des coupables. C'est beaucoup plus grave. Coupables sont ces militants qu'on a vus avec des mains rouges, vous savez, des mains recouvertes de peinture rouge. En fait, les gens pensent que c'est par solidarité avec les civils à Gaza qui meurent sous les bombes, mais pas du tout. C'est une allusion à une scène atroce qui a eu lieu le 12 octobre 2000. On était alors en pleine intifada et il y a 2 soldats israéliens qui ont été kidnappés, lynchés et éviscérés par la foule. Et il y a des gens qui ont brandi des mains couvertes de leur sang à un balcon à Ramallah. Et donc, c'est un signal codé pour tuer des juifs en réalité. Donc, c'est très grave ce qui se passe. Coupable encore, eh bien, évidemment, les militants LFI qui manipulent cet islamisme, cet antisémitisme islamique, parce qu'ils se font évidemment les complices de ceux qui, en France comme aux États-Unis, sont obsédés par un mot, c'est le mot de génocide. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait critiquer la politique israélienne, on peut évidemment, qui ne voit pas qu'il y a des dégâts collatéraux monstrueux à Gaza, peut-être même qu'un jour on dira qu'il y a eu des crimes de guerre, mais un génocide c'est complètement absurde évidemment. Mais il faut qu'il y ait un génocide. Alors pourquoi il faut qu'il y ait un génocide ? Parce que ça a pour effet, d'une certaine façon, de couper l'herbe sous le pied, d'annihiler la légitimité de l'État d'Israël d'une certaine façon. Ceux qui ont été génocidés par les nazis deviennent à leur tour coupables d'un génocide et donc on peut détruire leur État et mieux encore on peut les génocider. Et puis il y a tous ces idiots utiles du wokisme, je pense qu'ils sont absolument coupables de leur ignorance, de la mer au Jourdain. On se souvient que Mme Panot ne savait pas où situer le Jourdain. Et il y a un universitaire qui s'appelle Jacques Tarnero qui parle du mariage de Simplet et de Cruella pour les décrire. Parce qu'en fait, ils sont dans l'amazo, au sens de masochisme, gauchisme. C'est-à-dire que le jour où les gens qu'ils soutiennent prennent le pouvoir, eh bien, ils seront les premiers, ces féministes, ces militants LGBT, à passer à la casserole, d'une certaine façon. Ces événements à Sciences Po, à Harvard, est-ce qu'ils annoncent un phénomène de plus vaste ampleur ? Est-ce qu'ils peuvent faire tache d'huile ? Est-ce qu'on peut aboutir à un mai 68 ? On sent un petit air, on a envie de se poser la question. Oui, ça ressemble à ça. Il y a beaucoup d'analogies finalement avec ce qui s'est passé en mai 68. D'abord, on est au mois de mai. Bon, il y a certains qui auraient envie d'annuler les examens. On pourrait imaginer que ça se propage. Ensuite, comme en mai 68, il y a une crise géopolitique. À l'époque, c'était le Vietnam. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Gaza, qui sert d'abcès de fixation anti-impérialiste. Aujourd'hui, comme à l'époque, il y a une jeunesse qui est toujours la même. La jeunesse est toujours la même. Elle a un goût romantique pour la radicalité. Elle a envie de chasser ses prédécesseurs et elle va se nourrir d'une espèce de brouet idéologique pas très clair à base de marxisme à l'époque et aujourd'hui à base de wokisme. Une certaine jeunesse, pas tous. Une certaine jeunesse, vous avez parfaitement raison de le préciser. Ce dont on parle là, mais c'est pas... Justement, je disais qu'à Sciences Po, ils étaient une minorité. Vous avez raison. Mais comme en mai 68, c'est un phénomène qui traverse le monde occidental. On le voit sur les campus des universités américaines, on le voit dans les grandes capitales européennes, à Berlin, j'étais à Londres, il y avait encore des manifestations monstres pour la Palestine.
Palestine. Donc on se dit qu'il faudrait une étincelle pour mettre le feu à la plaine. Mais je crois qu'il n'y aura pas de second mai 68 pour 2 raisons au moins, et je terminerai là-dessus. Premièrement, déjà hier, au moment où la bourgeoisie de mai 68 annonnait des slogans marxistes, trotskistes, etc., on peut dire que les ouvriers de Renault-Billancourt ou les combattants du Viet Minh sous les bombes américaines ne s'intéressaient pas du tout à ce que racontait la jeunesse du quartier latin. Aujourd'hui, disons, le fossé entre ceux qui défendent la cause palestinienne et ceux qui sont à Gaza est encore plus important. Le fossé entre ce qu'ils défendent, ce qu'ils croient défendre avec le wokisme et, disons, la situation de ce peuple fantasmé, descendant d'immigration dans les banlieues, ce fossé, il est considérable. Il y avait une coupure sociologique, hein, il y a en plus une coupure culturelle qui est encore plus nette. Ensuite, souvenez-vous d'ailleurs, et tous ces gens-là, LFI pour commencer, mais aussi tous ces militants du wokisme, pensent pouvoir allumer d'une certaine façon la révolte des banlieues. Mais en fait, ils ne contrôlent pas du tout ce qui se passe dans les banlieues. Souvenez-vous du député Bilongo qui avait essayé d'exciter les cités, les racailles, après la mort de Naël. Il s'est pris des coups de bâton sur la tête. Et enfin, la deuxième raison, c'est que je pense que la bataille culturelle, elle n'est pas du tout gagnée par le wokisme. Et justement, ce ne sont pas tous les étudiants, c'est une partie des étudiants. Je pense que l'équivalent du marxisme aujourd'hui, ce qui a gagné la bataille culturelle, c'est plutôt une pensée que j'appellerais critique, une pensée populiste, une pensée patriote, d'aucuns diraient une pensée réactionnaire, elle peut être un peu conservatrice, elle est républicaine, mais en tout cas, elle ne me semble pas du tout, mais pas du tout, soutenir la cause ni des woke, hein, ni la cause, ni de voir dans le soulèvement des Palestiniens et des banlieues, le soulèvement du sel de la terre.